Merci, bonjour à tous. Donc, la présentation, je l'avais intitulée « Changement climatique et évolution de la ressource en eau ». Alors, on pourrait parler longuement de ce que c'est qu'une ressource. Est-ce qu'on a le droit d'appeler tous les écoulements de la nature une ressource? Est-ce qu'on a le droit, comme être humain, de considérer que c'est une bourse dans laquelle on a le droit de piocher jusqu'à tout épuiser? Là, je ne vais pas vous en parler. Disons, je vais utiliser le mot ressource de façon un peu abusive, comme synonyme de l'écoulement des rivières. Et donc, en fait, juste pour vous dire, c'est le travail qui a été mené à Hersted-Anthony, c'est mon collègue Charles Perrin qui le menait en priorité. Donc, c'est essentiellement sa contribution que je vais vous présenter. Alors, le projet dont parlait Nicolas Maïsei, c'est un projet qui a été lancé par le ministère de l'écologie et du développement durable. Explore 2070. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait explorer le futur possible, si possible, pour essayer d'anticiper ce qui allait se passer et pour définir des stratégies d'adaptation. Alors, bon, définir des stratégies d'adaptation, il n'y a pas besoin de faire un grand laïus là-dessus. Tout le monde imagine bien que s'il y a un changement important de l'écoulement des rivières, s'il y a un changement important de la disponibilité du climat, ben, il vaut mieux s'y être préparé un peu à l'avance qu'attendre que ça se produise. Voilà. Alors bien sûr, moi je vous présente uniquement un regard partiel là-dessus. Je voulais vous présenter quelque chose qui est relatif à l'hydrologie de surface, donc l'écoulement de surface. Alors vous pouvez voir que le ministère de l'Environnement, lui, dans sa grande sagesse, ne s'était pas arrêté à l'hydrologie de surface, il essayait de couvrir l'ensemble des domaines, mais je n'ai pas le temps de parler de tous. Vous remarquerez aussi qu'il y a sans doute quelque chose qui devrait faire hurler de rire n'importe quel étudiant, c'est qu'on est encore à diviser l'hydrologie de surface et l'hydrologie souterraine comme s'il y avait un cycle de l'eau en surface différent du cycle de l'eau en souterraine. Donc voilà, tout ce que vos enseignants ont dû vous dire s'effondre en un instant. Vous remarquez que le ministère de l'Environnement et puis les ingénieurs et les chercheurs qui travaillent là-dessus en sont encore au XIXe siècle à diviser l'hydrologie de surface et l'hydrologie souterraine. Donc je vous présente mes excuses pour être un représentant du XIXe siècle, mais j'espère que vous ferez mieux que moi. Voilà. Et puis bon, pour ce qui était voici la façon de le présenter, il s'agissait de définir toutes les composantes du cycle de l'eau et d'intégrer tout ça dans une analyse systémique. Vous voyez, là c'est du vocabulaire de ministère, pour définir des stratégies d'adaptation. Alors, si on parle de changement climatique, on est forcé d'utiliser des scénarios. Alors, vous avez peut-être entendu que très récemment, de nouveaux scénarios ont été publiés par le groupement d'études, celui qu'on appelle le GIEC. Nous, on a travaillé sur les derniers scénarios, donc qui dataient d'il y a 5 ans. Donc, dans ces scénarios, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même des choses assez inquiétantes. Il y a des scénarios moyen avec presque 3 degrés d'élévation de température à l'horizon 2100. Des scénarios d'élévation du niveau marin qui sont importants également. Et puis, il y avait des scénarios démographiques et économiques de densification de l'habitat, étalement urbain, etc., etc. Et il y avait également des scénarios, mais je ne vais pas en parler, mais plus généralement, qui étaient relatifs à l'évolution de l'agriculture. En France, la France gardait son orientation agricole. Et puis ensuite, il y a eu des stratégies d'adaptation qui ont été étudiées, plusieurs stratégies, certaines axées sur la sobriété dans les usages de l'eau, évaluation de l'augmentation des besoins en eau, et puis des stratégies intermédiaires. Pour la climatologie, alors on va quand même commencer par la climatologie, puisque ça, même si on en est encore à diviser
l'hydrologie entre hydrologie de surface et hydrologie souterraine, on est quand même d'accord sur le fait que toute l'eau qui s'écoule dans les aquifères ou dans les rivières vient du ciel. Et donc c'est un forçage climatique qui détermine l'évolution du comportement des bassins versants et des aquifères et des rivières. Alors là, ce graphique, il vous présente une évolution, une reconstitution de l'anomalie de température moyenne en surface. Alors, vous voyez, chaque couleur ici représente un modèle climatique différent. Et sur l'axe des X, on a l'échelle des temps. Donc, on commence vers l'an 600. Et sur l'axe des Y, vous avez la différence avec le temps présent. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? La première remarque, moi, que j'ai envie de me faire, moi qui ne suis pas météorologue, c'est que ces météorologues, ils ne sont quand même pas d'accord les uns avec les autres. On est obligé de faire quand même cette remarque, c'est qu'il y a énormément de variabilité en tous ces scénarios. Et bon, tout ça, ça vous explique comment, pour les climato-sceptiques, ils ont vraiment très peu d'efforts à faire pour dénigrer tout le travail des climatologues. Alors, bon, d'un autre côté, moi je pense que quand on s'intéresse à la science, il faut savoir que voilà, les points parfaitement alignés qu'on vous a peut-être présentés avant vos études supérieures, parce qu'au lycée, il fallait toujours que les points soient bien alignés, sinon on commençait à avoir peur, eh bien ça n'existe pas dans le monde réel. Dans le monde réel, eh bien, les faisceaux de courbes, c'est des choses comme ça. Mais quand même, si on regarde, qu'est-ce qui est intéressant, c'est si on regarde l'évolution sur les 200 dernières années, si on oublie tout le reste, alors d'une part, on observe que les courbes convergent beaucoup plus, ce qui se comprend, puisque les modèles climatiques sont alimentés avec des données qui sont devenues beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus précises. Oui, parce que les données de forçage des modèles climatiques pour l'an 1000, elles sont limitées. Et puis, vous voyez cette courbe que l'on connaît bien désormais, c'est que quand même, sur la première partie du XXe siècle, on a quand même une relative stabilité, et puis après, on a cette augmentation. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ça faisait suite à une précédente augmentation qui n'était pas d'un ordre de grandeur très différent. Voilà. Donc tout ça, c'est le contexte. Maintenant, on s'intéresse à la France, puisque quand même, c'est plus proche de nous. Et à la France, voici un graphe qui est produit par Météo France et qui est produit cette fois-ci à partir de données observées. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Il s'agit toujours d'anomalies de température. Anomalie, ça veut dire tout simplement que voilà, la référence 0, c'est rien ne change. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout de suite que le climat, il n'est pas du tout, le climat passé, il n'était pas du tout stationnaire. Dans le passé, on avait des variabilités importantes. Il y avait des successions d'années froides, des successions d'années chaudes. Et puis simplement, donc, il y a une variabilité qui nous semble naturelle. Simplement, l'accumulation d'années chaudes là, vers la fin de la courbe, ça semble quand même moins naturel. Si on en était à jouer, on aurait pu se dire que dans le passé, année chaude, année froide, c'était Dieu qui jouait au dé, et puis qui définissait si oui ou non, et ça allait être chaud ou froid. Là, quand même, la probabilité qu'on sorte cette série de 6, systématiquement, vous vous rendez bien compte que la probabilité que ce soit l'effet du hasard, elle est très, 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 très faible. Voilà. Donc, voilà ce qu'on observe aujourd'hui avec des données mesurées, avec un réseau quand même dense en France métropolitaine. Donc, quand on voit ça, on a quand même l'impression que le changement climatique, le réchauffement du climat, c'est quelque chose de réel. Alors, il y a également des cartes de ce type qui peuvent être produites, donc avec des
des moyennes de température maximale, de température minimale. Vous voyez que la France, elle a également en elle-même une variabilité qui est importante. Les climats français ne sont pas tous les mêmes. Et puis, Météo France a également produit des études de ce type où, alors, elle a divisé la France en mailles. Donc, c'est son système de réanalyse Safran. Donc, c'est des mailles de 64 km², 8 x 8. Et puis, sur chaque maille, on a interpolé les pluies et on a calculé une tendance sur ces pluies. Une tendance linéaire, quelque chose de tout bête. Alors, on ne va pas s'intéresser au test qui a été utilisé, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a du bleu et du rouge. Alors, du bleu, et puis, bien sûr, on ne va pas non plus s'intéresser à la significativité statistique, parce qu'on peut toujours mettre en doute que le test peut... Enfin, une tendance à la hausse ou à la baisse peut toujours être liée au hasard. Mais ça n'empêche qu'on voit que le nord de la France est bleu, le sud de la France est plutôt rouge. C'est-à-dire qu'au cours des 50 dernières années, on a une légère tendance à l'augmentation des précipitations vers le nord, une légère tendance à la diminution des précipitations vers le sud. Et ça c'est ce qu'on observe. Alors, ensuite, on peut contester le fait que ce soit vraiment représentatif et que ce ne soit pas un effet du hasard, mais le fait que la répartition soit comme ça et que par la suite, surtout les modèles climatiques tendent à aller dans le même sens, ça nous indiquerait quand même qu'il y a quelque chose qui se passe déjà, même si c'est très ténu. Alors, mais quand même, je peux vous rassurer, vous voyez la Normandie, elle est plutôt bleu foncé, il n'y a pas de risque, il va continuer à pleuvoir. Alors, bon, ensuite, je ne vais pas vous parler de l'origine du changement climatique. Les climatologues, ils sont quand même relativement d'accord entre eux pour dire que l'évolution de la concentration en CO2 sur les dernières années, c'est bien ça sur les 200 dernières années, c'est bien ça qui explique le réchauffement climatique. Ensuite, savoir d'où vient ce CO2, s'il vient des volcans ou des voitures, je vous laisse juge de... Vous avez tout à fait le droit de penser que c'est les volcans ou les voitures. Ça, moi, je ne rentre pas là-dedans. Alors, simplement, les climatologues, ils ont fait des simulations. En fait, la seule chose qu'ils puissent faire, d'ailleurs, c'est des simulations. Ils ont des gros modèles dans lesquels ils croient. Et ici, en noir, donc, vous avez l'évolution de la température telle qu'elle est observée. Et puis, ici, vous avez en bleu une simulation qui se fait avec des forçages naturels, donc pas d'augmentation de la teneur en CO2 liée à l'industrie. Et puis en rouge, et puis autour du rouge, vous avez une idée de l'incertitude des simulations, puisque toute simulation, elle a une incertitude. On a l'impression quand même que là, il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose à la courbe bleue pour expliquer la courbe noire. Ici, la courbe rouge, elle est quand même meilleure à suivre la tendance observée. Ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas une preuve, mais c'est une indication que sans ajouter l'augmentation du CO2 liée à l'activité humaine, on n'arrive pas à reproduire l'observé. Écoutez, ça on va passer, parce que sinon on va passer longtemps. Et alors, pour ce qui est de l'étude Explore 2070 du ministère de l'Environnement, donc, il y a eu un ensemble de modèles qui ont été utilisés, puisque aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, voici le modèle de Météo France, ou le modèle du laboratoire de météorologie dynamique, est celui qui fait référence, et c'est lui qui a raison. Comme on n'est pas capable de dire ça,
le futur, on l'approche en utilisant des scénarios multiples. Donc là, vous avez 7 modèles climatiques différents. Et vous voyez que lorsqu'on leur demande de prévoir la température moyenne en été sur la période 2046-2065, ils ne sont pas tous complètement d'accord. Ça n'empêche que vous ne voyez pas de bleu. Ils ont quand même tendance tous à prévoir une augmentation de la température, sachant que la température, c'est de toute façon ce qu'il y a de plus facile à simuler. Les précipitations, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Ils convergent tous plus ou moins, et puis il y en a qui prévoient des très fortes augmentations, d'autres des beaucoup plus faibles. Et donc, c'est ces 7 simulations, ces 7 modèles climatiques que le programme a évalués. Et puis là, juste pour vous donner une idée de la variabilité de ces 7 modèles, donc par rapport à la référence, vous voyez qu'il varie entre 1,5 et 2,5 degrés d'augmentation en température moyenne annuelle, par rapport à la référence qui est 60-90. On pourrait décliner également les résultats par saison pour avoir une idée un peu plus précise. On pourrait séparer hiver et printemps. Et alors, ça, il s'agissait de la température. Donc la température, c'est important, mais ce n'est pas ça qui est essentiel quand on s'intéresse à l'eau. Ce qui est quand même essentiel quand on s'intéresse à l'eau, c'est les précipitations. Et là, vous voyez que ça devient un peu plus problématique parce qu'il y a plus de variabilité. Il n'y a pas le consensus qu'on semblait avoir entre tous les modèles pour ce qui est de la température. Et si vous regardez ici les cumuls de précipitations en hiver sur la période 2046-2065 par rapport à la référence actuelle, et ben vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a des modèles qui prévoient un assèchement, et il y a quand même un certain nombre de modèles qui, pour la période hivernale, prévoient une augmentation des quantités de pluie. Alors, bon, est-ce que c'est naturel pour vous que l'augmentation de la température augmente les pluies? C'est pas spécifiquement naturel. En fait, on a du mal à établir le lien. Alors, il y a des lois physiques, il y a notamment la fameuse relation Clausius-Clapeyron qui dit que plus la température est élevée, plus l'atmosphère peut contenir de la vapeur d'eau, plus il y a d'agitation, plus le cycle météorologique serait susceptible d'être activé. Donc, si en cas un cycle plus actif, ça pourrait faire plus de pluie. Ce qui serait une bonne nouvelle, mais malheureusement, ça veut aussi dire plus de pluie extrême. Et puis, ça veut dire plus de pluie à l'échelle du globe, ce qui ne signifie pas nécessairement plus de pluie là où on en a besoin, puisque beaucoup de ces modèles climatiques, ils vous prévoient qu'au sud de la Méditerranée, il y aura nettement moins de pluie. Voilà. Donc, voici un peu la matière première avec laquelle on a travaillé. Il a fallu faire des simulations sur la base de toutes ces prévisions. Passons là-dessus. Et puis, voici maintenant quelques résultats que je vais vous présenter sur l'hydrologie de surface. J'essaie de répondre à la question. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait en termes d'écoulement dans les rivières et dans les fleuves? Voilà. Donc, ça, c'est l'hydrologie telle que vous l'avez appris en classe de 4e et 5e. Vous voyez que, en fait, les modèles, ils n'ont pas fait beaucoup de progrès depuis, sauf qu'ils essaient de mettre plein d'équations et plein de mailles derrière ce genre de graphique, mais ça reste quand même ce genre de représentation. Alors, maintenant, allons directement sur quelques résultats. Je vais vous parler du Rhône. Alors, pourquoi du Rhône?
Parce que c'est... Comment? Oui, mais en France, le Rhône, qu'est-ce que c'est? Oui, mais plus simplement, hein, moi je suis très basique. C'est la rivière la plus abondante de France. Oui, à l'école, on a dû vous apprendre que la Loire était la rivière la plus longue. Mais la longueur n'est pas forcément corrélée avec le débit. Par exemple, le Rhône, à son exutoire, il coule 2 fois plus d'eau qu'à l'exutoire de la Loire. Donc et puis le Rhône, c'est ce qui alimente tout. On pense, de temps en temps, on ressort un projet, on dit que le Rhône va alimenter Barcelone, etc. Le Rhône, c'est quand même la grosse source d'eau qui fait que dans le sud de la France, on ne manque jamais d'eau. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Alors, ici, vous avez le régime du Rhône en bleu, et vous voyez que vous avez un fleuve, donc le débit moyen, c'est 1750, c'est à peu près là. Et vous voyez que vous avez un fleuve avec un régime relativement atténué. Relativement atténué parce que le Rhône, à son exutoire, c'est une composition de régimes qui sont très différents. Le Rhône, il descend des Alpes. Il traverse le lac Léman. Il a, avec le lac Léman, de l'ordre de 4 années, non, j'oublie toujours, non, ça doit être 8 ans, de l'ordre de 8 années d'écoulement du Rhône qui est stocké dans le lac Léman, donc ça fait un effet assez tampon et régulateur. Et puis ensuite, il a des apports qui ont, eux, des saisonnalités beaucoup plus fortes, notamment les apports au sud en approchant la Méditerranée, en provenance de l'Ardèche, des Cévennes, avec un régime de crues qui sont plutôt à l'automne, qui ont lieu plutôt à l'automne. Donc voilà, le Rhône, c'est un bon gros fleuve bien pratique pour les hommes parce qu'il a un débit très régulier. Et notamment, il a un maximum hivernal qui est très étendu parce que à partir du moment où il ne pleut plus sur le sud de la France, eh bien, il y a la fonte des neiges qui prend le relais. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très pratique. On pourrait utiliser le Rhône vraiment sans construire de barrages. Les barrages qu'on a construits sur le Rhône, ce n'est pas pour stocker de l'eau, hein, c'est pour produire de l'hydroélectricité. Eh bien, voilà l'enveloppe des simulations pour la période 2046-2065. Vous voyez qu'il y a une accentuation des extrêmes. Les étiages sont assez nettement abaissés. Et puis surtout en hiver, ça c'est lié aux précipitations, il y aura beaucoup moins de stockage de la précipitation sous forme de neige sur les versants, et donc vous aurez beaucoup plus d'écoulement direct. Et donc on risque d'avoir en hiver des crues plus importantes sur le Rhône, et en été des étiages plus importants. Donc là c'est... Du point de vue de l'utilisateur qui regarde le Rhône comme une ressource, ça c'est pas bien. Et puis pour ce qui est de l'écoulement annuel moyen, donc on parle de l'ordre de 50 milliards de mètres cubes par an. Alors quand on n'a pas l'habitude des chiffres, on a du mal à se représenter ce que c'est 50 milliards, mais qu'est-ce qu'on pouvait... Il y a des pays gigantesques mais désertiques, par exemple de l'ordre, tous les écoulements des aquifères et des rivières d'Arabie Saoudite, vous voyez la taille de l'Arabie Saoudite, c'est de l'ordre de 10 milliards de mètres cubes. Donc c'est 5 fois les ressources en eau de l'Arabie Saoudite, l'écoulement du Rhône. Les pays qui n'ont pas beaucoup d'eau, Israël, ça doit être de l'ordre, même si vous comptez les territoires palestiniens avec ou sans, c'est de l'ordre de 3 milliards de mètres cubes. Donc vous voyez que le Rhône, c'est gigantesque par rapport aux quantités d'eau disponibles dans certains de ces pays. Eh bien, de 50 milliards, il y a quand même un risque. Alors, on pourrait ne pas changer, passer de 53 à 49, donc il n'y a pas de changement, mais on pourrait quand même baisser assez nettement. Alors, on pourrait baisser suivant les scénarios et suivant les modèles hydrologiques qu'on a utilisés. Alors, la Seine, je suis désolé, j'aurais dû demander la Seine à Rouen, mais j'ai eu que la Seine à Paris. La Seine, c'est la même chose. La Seine, il y aurait
des étiages plus prononcés et des crues potentiellement un peu plus importantes, ou bon, sans changement. Je déteste ces animations. Alors tout ça, toute cette gamme de possibles, d'où est-ce qu'elles viennent? Donc je vous avais parlé de ces 7 projections climatiques, donc on les a utilisées. On a utilisé 2 modèles hydrologiques. Il n'y a pas de raison. Si les météorologues peuvent avoir les moyens de faire 7 modèles différents, pourquoi est-ce que nous, hydrologues, on n'aurait pas le droit de faire 2 modèles différents? Donc là, c'était surtout qu'on voulait utiliser... on a utilisé 2 approches qui étaient assez différentes, donc potentiellement complémentaires, puisqu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire qui a raison, même parmi les hydrologues. Enfin, chacun, vous savez, en science, c'est pareil que dans la vie. Chacun pense que c'est lui qui a raison. Mais bon, on n'ose pas le dire. Donc, on a utilisé le modèle de Météo France. C'est le modèle il répond au doux nom de CIM. Et puis, le modèle d'IRSTEA, donc de chez nous, qui répond au doux nom de GR. Voilà. Donc, on a eu 2 approches assez différentes. Les équations, en fait, n'ont pas d'importance. Elles sont belles, différentielles. Enfin, elles ont toutes les propriétés mathématiques que vous pouvez espérer. Mais c'est des modèles qui ont quand même des approches assez différentes qui peuvent nous donner une vision assez large. Voilà. Et donc, ça nous a donné 14 simulations. Et donc, en fait, les faisceaux que je vous ai représentés, c'est les faisceaux représentés par ces 14 simulations. Voilà, il y avait des graphiques représentant les modèles, mais c'est pas si intéressant. Ça n'intéresse que les modélisateurs. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, mais monsieur, j'ai entendu dire qu'il y a des modèles qui sont meilleurs que les autres. Par exemple, les modèles météorologiques, alors pas dans ceux-là, mais il y a quand même une communauté assez large qui fait des modèles météo. Il y a des modèles météo, notamment un chinois, qui simule, quand il simule le temps présent, produit de la banquise au large du Havre. Alors on pourrait penser que quand même le modèle qui produit de la banquise au large du Havre en temps présent, il est un peu moins... On a quand même envie de lui faire un peu moins confiance pour la simulation du futur. Voilà, moi c'est mon avis. C'est un peu la même chose pour les modèles hydrologiques. Les modèles hydrologiques, on pourrait imaginer les tester sur le temps présent parce qu'on a des mesures de pluie, on a des mesures de température, on a des mesures du débit. Et donc, on pourrait tout simplement confronter les simulations et de dire on garde le meilleur. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce qu'on se dit qu'en fait, la capacité d'extrapolation d'un modèle dans un climat qui sera complètement différent, elle pourrait ne pas dépendre de ses performances en temps réel. C'est un peu comme si, je sais pas, un enseignant, quand il doit donner des notes à ses élèves, eh ben, il fait un exercice en classe. Et puis ensuite, à l'examen, il ne donne pas exactement le même exercice. Parce que s'il donne exactement le même exercice, il n'arrivera pas à faire la différence entre l'élève qui n'avait pas compris mais qui avait appris tout par cœur, et puis l'élève qui avait compris et qui l'a refait. Donc en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est des modèles qu'on arrive à valider sur des conditions assez très différentes, très variées, très contrastées. Et donc ça n'a pas encore été fait de façon extrêmement détaillée. Donc, bon, là, juste pour vous dire, vous voyez que les modèles, donc ici, c'est le modèle d'IRSTEA, le modèle GR. Ici, vous aviez les performances du modèle de Météo France. Bon, ça ne leur plaisait pas trop parce qu'on avait beaucoup plus de vert qu'eux, mais c'est pas important, ce n'est pas un concours de beauté. Ce qu'on essaie, c'est d'avoir une idée plus précise des futurs possibles. Alors ensuite,
Alors pour cette étude, qu'est-ce qu'on a? On a voulu avoir une représentation quand même assez variée sur toute la France des possibles. Donc on a étudié un ensemble de 1500 bassins versants. Donc c'est des bassins versants sur lesquels il y a des données de débit et des données de pluie et d'évaporation, bien sûr, qui sont disponibles pour la période actuelle et qui permettent de définir les paramètres des modèles. On fait une optimisation des paramètres, ce qu'on appelle un calage, ce qui permet de bien caractériser le comportement actuel du bassin versant. Et puis, on va ensuite, sur la base de ces paramètres, alimenter le modèle avec d'autres forçages climatiques et voir comment est-ce qu'évoluent les débits simulés. Voilà, donc il y a bien sûr 14 simulations, 14, c'est-à-dire 2 modèles hydrologiques et 7 modèles climatiques. Et donc la conclusion, là sur laquelle je peux tout de suite attirer votre attention, c'est qu'il semble qu'on va avoir il semble très probable qu'on va avoir une baisse des écoulements, mais la valeur de la baisse de ces écoulements, elle est pour l'instant encore assez incertaine. Là, pour 5 grands bassins, Moselle, Garonne, Seine, Loire et Rhône, voici la variabilité qui est simulée. Donc, à chaque fois, donc, le modèle qui donne les débits les plus faibles, c'est le modèle d'IRSTEA. Le modèle de Météo France, il est un peu plus optimiste. Et pour ce qui est du module, c'est-à-dire le débit moyen interannuel, vous voyez quand même que tous montrent qu'on sera en dessous du niveau de référence. Et que si c'est le modèle climatique jaune qui a raison, et le modèle du CEMAGREF qui a raison, ben en moyenne, on sera quand même bien embêté. On pourrait atteindre quelque chose comme moins 50% d'écoulement dans les rivières. Alors ensuite, ça c'était pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était une boîte à moustaches, une représentation statistique de la variabilité. Mais l'Université de Rouen, vous savez tous ce que c'est, donc je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Voilà, donc ça c'est une représentation de la variabilité des résultats par rapport aux 14 simulations. Donc là, c'est pour l'ensemble du territoire, toute la France mise dans une seule la rivière France. Pour ce qui est de la rivière France, vous voyez qu'il y a bien sûr une variabilité qui est liée au modèle hydrologique utilisé, au modèle météorologique utilisé, c'est bien normal. Ça n'empêche que si vous regardez la moyenne, on est en dessous de moins 20% d'écoulement. Et puis là, moins 20%, mais ça pourrait aller jusqu'à moins 40%. Et puis il y a une carte ici qui représente de façon un peu schématique là où on aura donc suivant que le triangle a la pointe vers le haut et vers le bas, on a une croissance ou une décroissance. Vous voyez que je ne me rappelle pas s'il y en avait un qui montrait une croissance. Ils montrent tous des décroissances. Et puis, voilà, pour le module, plus la couleur est foncée, plus la décroissance est forte. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 2 pôles de décroissance particulièrement fortes. Il y a le bassin de la Seine et le bassin de la Dour et de la Garonne. Ça, c'est lié aux simulations climatiques telles qu'elles sont fournies par les modèles météorologiques. Donc, si vous voulez vous installer, essayez de vous installer entre les deux. Alors ensuite, on a travaillé un peu plus sur les bases eaux. Alors vous savez, il y a des indicateurs statistiques qui permettent de décrire ça.
Il y en a notamment un qui est dans la loi sur l'eau et qui répond aux 12 sigles de QMNA5 pour débit moyen mensuel d'occurrence, débit minimum mensuel d'occurrence quinquennale. Ça vous donne une idée des basses eaux possibles qui peuvent être atteintes en moyenne sur tous les 5 ans sur un mois. Donc là, ça vous donne une idée de la variabilité suivant les années telles qu'elles ont été observées. Voilà, donc ici en 1973, le débit minimum mensuel, c'était le débit de juin. En 72, c'était celui d'août. Et puis, voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On classe ces débits, on regarde quel est le débit qui est sous-passé en moyenne une fois tous les 5 ans. Donc c'est une analyse statistique. Et alors, qu'est-ce que l'on voit ? Alors là, on voit que les modèles hydrologiques donnent des indications plus différentes, ce qui montre qu'en fait, le débit d'étiage, il est lié à... Quelle est l'eau qui coule en étiage ? Elle vient d'où, l'eau ? En étiage, c'est quand il fait sec, il ne pleut pas. Il y a pourtant de l'eau dans la Seine. Elle vient d'où, cette eau ? De la nappe, oui. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Donc en fait, Aristote pensait que c'était l'eau de la mer qui remonte, qui pénétrait dans les profondeurs au niveau de tourbillons dans la mer et qui ensuite revenait. Donc voilà, ça, ce n'est plus la théorie en cours. On pense que c'est au contraire de l'eau qui s'infiltre dans un milieu poreux et qui circule très, très lentement. Alors là, ça vous permet de voir que finalement, ça avait un intérêt d'avoir deux modèles hydrologiques. C'est parce que les modèles hydrologiques n'ont pas la même représentation des nappes et que justement, ça a une importance quand on s'intéresse aux étiages. Et vous voyez que voilà, le modèle ici, le modèle GR, est beaucoup plus pessimiste en termes de décroissance que le modèle de Météo France. Et ça, c'est lié au fait que le modèle de Météo France, en fait, c'était une version, la version à l'époque qu'ils avaient utilisée n'avait pas de représentation bien explicite du fonctionnement des nappes, et donc il y avait des coefficients qui garantissaient un débit stable quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est pas trop bien. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à regarder ça, et ça, effectivement, c'est assez inquiétant en termes de chute des débits d'étiage. Alors, à nouveau, on peut prendre la même représentation sur l'ensemble du territoire. Je vais essayer d'aller plus vite maintenant. Entre moins 10 et moins 60%, vous allez me dire que c'est une variabilité, que si vous répondiez à vos professeurs une réponse comme ça, est-ce que c'est accepté ici ? C'est la seule université de France où c'est accepté, puisque c'est une réponse de Normand. Voilà, et puis si on regarde la carte de France, vous voyez que c'est la même tendance que tout à l'heure, avec des couleurs très désagréables, cette fois-ci un peu partout en France, et également, ici maintenant, on a des couleurs très désagréables dans le bassin du Rhône. Alors, les crues. Alors, pour définir les crues, on a aussi toute une gamme de descripteurs statistiques. Alors ici, on parle du débit QJX à 10. C'est un peu barbare. C'est le débit de pointe d'occurrence décennale. C'est-à-dire que si vous viviez très très longtemps, en moyenne, si vous viviez 100 ans, vous devriez observer ce débit 10 fois au cours de votre vie. Pas tous les 10 ans, 10 fois au cours d'une longue période. OK ? Alors, là, c'est quand même beaucoup plus contrasté parce que vous voyez qu'il y a des modèles. Ici, vous avez à nouveau la Moselle, la Garonne, la Seine, la Loire et le Rhône. La Moselle, on a l'impression qu'on reste autour de 0. La Garonne
et ça c'est lié avec la tendance globale sur les débits, on a l'impression qu'on aura quand même des crues moins importantes. La Seine, on ne peut rien dire. La Loire, on ne peut rien dire. Le Rhône, on aurait une tendance à avoir des crues un peu moins importantes. Donc, globalement, quand moi on me montre ça, j'ai l'impression que, étant donné l'incertitude, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir des... On m'aurait montré un seul modèle et un seul modèle hydrologique et une seule simulation climatique, je n'aurais pas été capable de me prononcer sur le niveau de confiance que je veux bien affecter à ça. Là, c'est quand même bien intéressant d'avoir la variabilité. On a tendance à dire qu'il vaut mieux pas tirer de plan sur la comète. Dans un grand nombre de cas, on ne sait pas dire si les crues vont augmenter, et très probablement, on aurait tendance à dire même qu'elles vont rester sensiblement égales à ce qu'elles sont. Voilà ce que ça donne sur la carte de France. Vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus pâles, donc quand il y a des diminutions, elles sont quand même faibles. Et puis vous avez même quelques cas où vous avez des augmentations qui apparaissent avec des triangles, avec une pointe vers le haut. Bon. Et donc en pratique, voilà, mes collègues ont produit un ensemble de fiches, 1522, puisqu'il y a 1522 bassins versants, qui présentent ces résultats pour l'ensemble du territoire français et pour les DOM. Alors, la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'incertitudes? Alors, vous pourriez dire parce que les scientifiques sont mauvais. Il ne faut pas écarter complètement cette hypothèse. Mais, bon, même s'ils ne sont pas mauvais, le fait, en fait, ici, on est quand même dans un contexte particulièrement incertain, puisque la prévision, je ne me rappelle plus qui avait dit ça, mais la prévision, c'est toujours un exercice très difficile, notamment lorsqu'il est appliqué vers le futur. Beaucoup de prévisions, en fait, ce sont que des prévisions rétrospectives, et on trouve toujours un moyen de s'en sortir. Quand il s'agit du vrai futur, c'est quand même l'exercice le plus difficile qui soit. Et donc, c'est ce qui justifie le fait que les scientifiques ne soient pas d'accord, et ils ne sont pas d'accord, et ils ont de bonnes raisons pour ne pas être d'accord. Et donc, c'est pour cela qu'en fait, ces approches multimodèles, où on fait de multiples scénarios, c'est le mieux qu'on puisse faire pour essayer d'évaluer l'incertitude globale du futur. Donc, alors n'oubliez pas qu'il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait comme... Et encore, on n'a pas utilisé toutes les sources d'incertitude, puisqu'on n'a utilisé qu'un scénario climatique. Or, vous savez que si les États et leurs citoyens étaient suffisamment intelligents pour... Non, pas intelligents. S'ils avaient suffisamment de volonté pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique et en essayant de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, on pourrait tout de même, dans une certaine mesure, réduire un peu le réchauffement planétaire. On pourrait. Donc là, il semble que plus aucun État n'ait envie de faire quoi que ce soit. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une incertitude sur les teneurs en CO2 à l'horizon 2050. Okay, donc ici, on n'a utilisé qu'un scénario médian, mais on pourrait encore augmenter l'incertitude en faisant différents scénarios. Ensuite, il y a bien sûr 7 modèles climatiques. On les appelle les GCM parce que c'est des Global Climate Models. Il y avait ensuite ces GCM qui ont une maille très grossière. Il fallait les adapter à notre climatologie, nous, en France. Donc, il y a différentes méthodes qu'on aurait pu utiliser. Là, on n'a utilisé qu'une méthode. Et puis ensuite, on a utilisé 2 modèles hydrologiques. Donc, à chaque étape, il y a réellement des incertitudes. Donc, nous, on les évalue avec 14 projections. Mais vous voyez bien que si on avait été un peu... si on s'était laissé aller, ou si le ministère de l'Environnement nous avait laissé les
les scientifiques se laissaient aller, on aurait pu en sortir 140 et pas 14. Hein. Voilà. Alors, ça peut être intéressant de regarder, alors ici pour la Seine à Paris, comment l'incertitude varie suivant la variable qui nous intéresse. On a toujours tendance à dire que les débits extrêmes, les débits d'étiage ou les débits de crue sont plus difficiles à prévoir qu'un débit moyen, tout simplement parce que quand on fait des moyennes, ben la loi des grands nombres étant ce qu'elle est, on a quand même tendance à regrouper un peu les choses divergentes. Donc là, on le remarque pas spécifiquement. On a l'impression que quand même la variabilité est la même, du même ordre de grandeur quand il s'agit de prévoir le module. Donc, vous voyez ici entre 20 et 40% de diminution. Le débit d'étiage. Là, le débit d'étiage, on revoit ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que les deux modèles hydrologiques ne s'accordent pas, mais en termes de gamme climatique, c'est pas très différent. Là, le débit d'août, qui est encore une variable d'étiage. Le débit de crue décennale, vous voyez qu'il n'est pas... Les gammes ne sont pas vraiment différentes pour la Seine. Les résultats sont un peu plus robustes pour le débit moyen annuel, mais c'est quand même pas... on n'aurait pas fait on n'aurait pas calculé la variance des résultats, ben, à l'œil, ça ne se voyait pas. Et puis, un petit peu plus variable pour les étiages. Mais ça, c'est lié au fait que les deux modèles hydrologiques sont, eux, divergents. Et puis, bon, pour les crues, voilà, on reprend le... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les crues, on a vraiment l'impression que dans l'état actuel, on ne sait rien dire. Alors, je vous disais, il y a déjà beaucoup d'incertitudes, mais il y en aurait encore d'autres. Si on voulait se laisser aller, on pourrait encore en prendre d'autres. Nous, on a essayé de prendre en compte ces deux incertitudes qui nous semblaient les plus simples à prendre en compte. Mais il y a des incertitudes qu'on a à peu près en compte, celles sur les scénarios d'émission, les différentes méthodes de descente d'échelle, l'estimation de l'évapotranspiration potentielle qui est dans le cadre d'un climat qui se réchauffe, l'évapotranspiration potentielle devient plus importante, mais on pourrait avoir différents modèles qui auraient peut-être le mauvais goût de diverger. Voilà. Et puis, je ne sais pas, on pourrait peut-être finir avec ça. Ça, c'était une présentation scientifique qui vous parlait du travail qui a été fait de façon responsable, en imaginant que vous êtes des scientifiques et vous êtes capables d'encaisser toute cette incertitude. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qu'il faut forcément vous ruer à la maison et relancer votre chaudière à mazout en chauffant la maison à 25 degrés. Les incertitudes ne doivent pas empêcher l'action. Il y a quand même un ensemble de choses qu'on voit aujourd'hui en France qui sont préoccupantes et pour lesquelles il faudrait, dès aujourd'hui, essayer d'anticiper. On peut s'arrêter là. Très bien. Merci.